Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ces Jeudis de Lima où nous avons la chance d'être en présentiel, ce qui est devenu rare ces temps-ci. Nous sommes tous les quatre dans la même salle. Et pour un débat qui va donc porter sur l'islam algérien et les oulémas algériens sur plusieurs périodes, puisqu'on va parler à la fois de la période moderne et de la période contemporaine, donc à la fois du XVIIe au XXe siècle, avec trois auteurs, trois universitaires et trois auteurs. Donc, à ma droite, Charlotte Coureil, dont l'ouvrage s'intitule « L'Algérie des oulémas, une histoire de l'Algérie contemporaine 1931-1991 » et il est publié aux presses de la Sorbonne. Donc Charlotte, elle est maître de conférence à Lyon 3. Et donc voilà, on est ravis de l'écouter. Également Augustin Jaumier, qui est maître de conférence à l'INALCO, et dont j'ai là aussi l'ouvrage qui s'intitule Islam, réforme et colonisation, une histoire de libanisme en Algérie, 1882-1962. Et il est également publié aux presses de la Sorbonne. Et enfin, Ismail Warscheid, qui est chercheur au CNRS et qui enseigne à l'université de Bayreuth en Allemagne et qui donc a écrit cet ouvrage qui s'intitule « Droits musulmans et société au Sahara prémoderne, la justice islamique dans les oasis du Grand Ouat, Algérie, au XVIIe, XIXe siècle ». Et il est chez Brill, la grande collection bien connue des historiens travaillant sur l'islam. Donc voilà, c'est un grand plaisir de faire ce débat avec vous. Ce sont trois livres qui parlent de l'islam algérien, qui est un sujet finalement sur lequel il y a relativement peu de travaux, en particulier sur les périodes que vous étudiez. Alors évidemment, ce sont des périodes assez différentes, puisque avec Augustin et Charlotte, on est sur le XXe siècle, et avec Ismail, on est sur la période précédente. Mais voilà, trois livres sur l'Algérie, sur l'islam algérien, trois livres d'historiens, nourris de sources et de terrain. Et peut-être, pour commencer, ce serait une bonne chose que chacun dise quelques mots sur la thèse de son livre et sur les principaux apports. Peut-être commencer par Charlotte, en, disons, 5 minutes. Donc on commence par le plus tardif. C'est vrai. Moi, effectivement, j'ai travaillé sur l'association des oulémas musulmans algériens. C'était un travail de thèse au départ. Et donc j'avais commencé à travailler sur la période coloniale quand j'étais en mémoire de master. Et puis je me suis intéressée à la période qui suivait, donc toute la période post-coloniale, pour cet ouvrage-là. En fait, il commence en 1931 parce que c'est le moment de la fondation de cette association de religieux musulmans qu'on appelle aussi réformistes, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et je travaille sur ce que sont devenus les membres du comité directeur de cette association dans l'Algérie indépendante. Et donc comment, en fait, la thèse principale, c'est comment ils se sont insérés dans l'État indépendant, dans les sphères de pouvoir ou, à l'inverse, dans l'opposition au pouvoir. J'ai apporté un regard particulier sur les questions sociales et culturelles, en plus du politique et du religieux. Merci beaucoup, Charlotte. Augustin ? Alors, mon livre est aussi tiré d'une thèse, et c'est une histoire, pour le coup, qui est très locale et qui observe, à partir donc d'une région très particulière, deux grandes questions. D'une part, la question du réformisme musulman, et d'autre part, la question j'interroge la société coloniale, l'histoire de l'Algérie à la période coloniale et la façon dont les populations algériennes ont traversé ce moment. Alors, très local, puisque je travaille sur une région donnée dans le nord du Sahara, qui est la région du Mzab, la vallée du Mzab, donc, qui se situe 600 km au sud d'Alger environ, et qui est une région dont les populations ont la particularité non seulement d'être berbérophones, mais d'adhérer donc à une branche méconnue de l'islam, ni sunnite ni chiite, qui est l'ibadisme, alors qui ressemble au sunnisme par bien des traits, mais qui s'en distingue aussi et qui forme du coup localement une société, une culture particulière. Et mon livre raconte la réinvention de cette communauté au XXe siècle. Je suis en fait le parcours de quatre générations d'oulémas, donc de savants musulmans de cette minorité, de 1882, qui est le moment de la conquête française dans la région,
jusqu'à 1962. Alors en fait, je vais plutôt aux années 70, donc disons dans la première décennie de l'indépendance de l'Algérie, puisque donc le Mzab, qui était une zone tout à fait autonome hein, du nord de l'Algérie ottomane avant la période coloniale, s'est retrouvé donc vraiment inséré dans l'Algérie à travers les luttes contre la colonisation. Mon ouvrage, du coup, raconte en fait comment, depuis 3 générations d'oulémas réformistes et leurs élèves ont pris en fait l'ascendant localement dans les institutions religieuses. Comment, dans des circulations entre le Mzab, Alger, Tunis et le Caire, ils se sont appropriés en fait les grands débats de l'époque, et notamment le slogan de l'appel à la réforme, et comment ils ont, à travers cela, réinventé, redéfini ce qu'est l'ibadisme et repensé l'appartenance de cette région à l'Algérie. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois qu'on va avoir le temps de dire d'autres choses plus tard. On le fera. Et donc, la parole est à Ismail Farshid. Oui, mon livre aussi, issu d'une thèse que j'ai soutenue à l'école des hautes études ici à Paris, et qui s'inscrit, au départ, l'idée était de prolonger la réflexion entamée par des auteurs comme Jacques Perc, ici en France, sur la production des ulémas ruraux, ou en contexte rural, maghrébin, à l'époque moderne, donc entre le XVIe et le XIXe siècle, pour faire court, pour la période soi-disant précoloniale, comme on dit parfois. Donc ça, c'était le point de départ, puisque les auteurs comme Berck et d'autres se sont intéressés pour des corpus venant du nord, du Maghreb, de l'Algérie, du Maroc, et ils ont en quelque sorte mis à l'écart l'espace saharien, qui a également produit de nombreux manuscrits, qui s'est doté de traditions lettrées assez importantes. Et moi, dans le cadre de ma thèse, de mes enquêtes, je me suis intéressé à une région du Sahara qui se situe dans le sud de l'Algérie aujourd'hui, la région du Touat, la wilaya d'Atarar, selon la division administrative du pays actuel. Et du coup, j'ai effectué des enquêtes dans les zaouïas, dans des centres d'enseignement religieux dans la région, et j'ai regardé un peu la littérature savante. Et très tôt, je me suis rendu compte de 2 choses. Je me suis rendu compte d'un côté que cette littérature participe aussi d'une dynamique beaucoup plus large, beaucoup plus globale, et qui concerne en fait tout l'espace saharien en quelque sorte à l'époque, et qu'on associe aujourd'hui un peu à cette figure des manuscrits de Tombouctou, pour utiliser un terme un peu, une image connue un peu dans l'espace public. Et le Touat participe en quelque sorte à ces dynamiques-là. Donc en quelque sorte, le Touat se situe d'un côté entre les mondes maghrébins, mais aussi entre les mondes sahélo-sahariens. Donc ça, c'était en quelque sorte la première découverte. La deuxième découverte, et qui a en quelque sorte donné le sujet du livre, est l'importance du droit musulman, du fiqh, de la science juridique, dans ces productions savantes. Et je me suis intéressé, j'ai constaté à travers l'examen de ces sources que la région, comme tout l'espace saharien à l'époque, s'est dotée d'institutions judiciaires et juridiques. Et moi, dans le livre, je m'intéresse à la fois à la production de ces institutions, au discours entre juristes, en quelque sorte, si vous voulez, à l'émergence d'une culture juridique dans la région, et d'un autre côté, comment cette culture juridique, ces institutions judiciaires ont été perçues par la population, et comment aussi la population a recouru à ces services. Donc c'est un peu ces dialectiques entre la production savante et les usages de cette production savante par les populations locales à travers le prisme du droit que j'essaie d'analyser dans ce livre. Merci beaucoup. Alors je crois que ce qu'on voit bien dans la présentation d'Ismail, ce qui est très remarquable, c'est que vos 3 travaux sont nourris d'un terrain, avec là encore des sources nouvelles que vous avez exploitées pour vos travaux. Peut-être vous pourriez en dire un mot de vos terrains, de vos sources. Je sais qu'en particulier, vous êtes tous les 3 des historiens, donc c'est quand même la chose la plus importante pour un historien. Peut-être Charlotte, pour commencer. Oui, alors pour les sources, effectivement, je crois qu'on a tous fait du terrain à peu près
dans la même proportion. Mais en fait, moi, j'ai travaillé sur des sources qui étaient disponibles d'abord en France, donc des choses publiées, les archives d'Aix-en-Provence pour les archives d'outre-mer pour la période coloniale. Et par contre, pour tout ce qui concernait l'Algérie post-coloniale, là, il a fallu faire un gros travail de terrain, à la fois pour recueillir de la documentation, parce qu'en fait, il y a un échange qui ne se fait pas toujours entre l'Algérie et la France sur les sources historiques. Donc, il y avait des choses qui étaient qu'en Algérie que je suis allée chercher dans les bibliothèques ou dans des centres de recherche. Et puis, aussi pour faire des entretiens. Donc rencontrer des descendants, des héritiers, des acteurs de la période. Et en fait, ce terrain, il a été très important pour moi aussi pour arriver à mieux saisir, je crois que ce sera le cas pour tout le monde, mais de se rendre compte vraiment d'un côté matériel, physique, quoi, de son objet de travail. Et c'est d'ailleurs, en fait, moi, tout le projet de la thèse, puis du livre, c'est parti de remarques que j'ai eues sur le fait que je travaillais sur l'association des oulémas au moment où j'étais encore étudiante en master et où j'ai eu des réactions vraiment très épidermiques, très fortes, pour ou contre, alors que je n'avais pas du tout identifié cette dimension polémique de mon sujet au départ. Alors pour ma part, comme Charlotte et comme Ismaël, le terrain est très important. J'ai en fait un corpus, disons, à moitié composé de sources coloniales, en général en langue française, alors parfois en arabe, mais en général en langue française, et qui pour la plupart se trouvent en Aix-en-Provence, aux Archives nationales d'outre-mer, mais pour d'autres aussi en Algérie, notamment dans les archives de la wilaya de Gardaïa, donc de la préfecture, si vous voulez. Et pour le reste, ce sont donc des sources en arabe extrêmement variées, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien des archives, des manuscrits, des journaux, des ouvrages, souvent des ouvrages publiés depuis les années 1980, mais qui publient des textes antérieurs ou bien qui publient des témoignages rédigés a posteriori. Et pour la plupart, ces sources-là, j'ai été les chercher dans la vallée du Mzab, dans laquelle j'ai fait beaucoup de terrain. Je pense qu'en tout, j'ai dû passer 1 an et demi en mettant bout à bout tous les séjours. Et en fait, là aussi, le terrain est tout à fait fascinant. D'une part parce que dans cette vallée désertique, c'est une vallée sèche avec donc 5 villes, alors 2 autres qui sont un peu plus loin, entourées d'oasis. Et dans ces 5 villes fortifiées, en fait, on trouve une très grande quantité de petites bibliothèques qui, pour certaines, remontent au XVIIe, au XVIe siècle. Des choses, je pense, comparables à ce qu'on trouve dans le Touat. Et donc là, il y a toute une culture lettrée très ancienne et très vivace, avec aujourd'hui encore des associations qui mettent en valeur ce patrimoine et qui ont été mes interlocuteurs principaux. Et avec là aussi des échos très forts aujourd'hui de l'histoire que j'ai étudiée, donc de cette lutte entre les réformistes et leurs opposants qui s'appelaient, eux, les conservateurs, entre les années 30 et 50. Encore aujourd'hui, la société locale en est marquée. Et je pense que ça a aussi beaucoup joué dans les questionnements que j'ai posés aux sources. Merci. Ismaël. Oui, en effet, ma documentation ou mes manières de travailler sont, de ce point de vue-là, assez comparables avec ce que Augustin décrit pour le MISAB. Donc, j'ai essentiellement travaillé sur une documentation manuscrite, donc des manuscrits arabes, qui sont encore conservés dans la région, dans les bibliothèques privées. Il y a très peu de fonds publics. C'est la différence avec des pays comme la Mauritanie, par exemple, où il y a encore plus d'initiatives. Donc, j'ai fait des enquêtes à la fois anthropologiques, en quelque sorte, parce qu'avoir accès à un manuscrit est toute une démarche à faire qui relève du terrain anthropologique. Et j'ai essayé de constituer un corpus avec de différents types d'écrits, des chroniques, des récits de voyage. Mais très tôt, j'ai remarqué que peut-être le genre littéraire le plus important, et ça me ramène à la question du droit, ce sont les fameuses collections de jurisprudence ou des collections de fatwa qu'on appelle en arabe aussi les nawazil. Et déjà, le terme le dit nazila en arabe, cas d'espèce, nawazil, des cas d'espèce. Autrement dit, ce sont des recueils de jurisprudence, c'est-à-dire il y a des fatwas, mais pas seulement, il y a aussi des transcriptions de lettres, d'actes judiciaires, de jugements, etc., qui, à propos des cas qui se sont posés dans la région. Donc, je me suis appuyé sur 5 ou 6, 5 grands corpus, et puis il y a d'autres moins importants,
pour reconstituer justement à travers ces cas l'organisation de la justice, les dynamiques au sein de la justice. Et c'est juste peut-être pour expliquer le principe de la fatwa, le principe de base, c'est justement un principe de question-réponse. Donc on va poser une question à un juriste. Souvent, c'est le juge qui pose une question à un juriste pour demander conseil dans un litige. Donc c'est le fameux « Wasu'ila », le juriste a été interrogé, puis « Fa'ajaba ». Et il répond. Donc, à travers ce dialogue, on peut reconstituer justement le dialogue entre les normes du fiqh, du droit musulman, de l'islam en quelque sorte, et les réalités locales. Donc, ce type de source était la principale, les matériaux sur lesquels j'ai principalement travaillé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Peut-être pour commencer notre discussion, on va revenir sur cette figure du alem, le singulier de Oulema, puisque c'est ce qui unit vos trois travaux. Et cette figure que vous étudiez à des périodes évidemment très différentes, dans des contextes très différents. Donc peut-être revenir sur vos oulémas, que font-ils et puis ce concept de la charia, qui est évidemment le concept central pour les oulémas, puisqu'ils en sont les opérateurs. Quelle est la place de la charia dans la gestion du social, ou à la fois telle qu'ils la pratiquent, mais aussi telle qu'ils la perçoivent? Donc peut-être là encore, à partir de vos trois cas, peut-être essayer de faire ressortir cette évolution, évidemment, puisque c'est ce qui nous intéresse, entre le XVIIe, XVIIIe et la période contemporaine. Tout ça a évidemment beaucoup changé, j'imagine. Donc peut-être vous entendre. Alors, je ne sais pas, vous voulez peut-être qu'on inverse l'ordre pour commencer par Ismaïl, qui est la période la plus lointaine par rapport à nous? Oui, parce que je pense, à travers nos perspectives, on verra l'évolution du droit musulman, justement, entre ces périodes décisives du 18e au 20e siècle. Mais oulémas, tout d'abord, il faut dire qu'ils ne sont pas uniquement des oulémas. Souvent, ce sont aussi des gens très actifs dans le commerce caravanier, transsaharien. Et en tant qu'oulémas, d'ailleurs, ils ne sont pas seulement juristes. La plupart des oulémas que je trouve dans mes corpus assument plusieurs fonctions. Ils sont juristes, et en tant que juristes, ils interviennent comme mufti, ceux qui émettent les fatwas, mais aussi comme juges, comme qadi, en tranchant des litiges. Mais ils sont aussi des enseignants qui diffusent les différents savoirs, les ulum diniya dans la région, le hadith, mais aussi la langue arabe, donc pas seulement le savoir religieux au sens strict. Et certains d'entre eux sont aussi liés à des traditions soufis locales, transrégionales qu'on connaît. Ensuite, pour la question de la charia. Et en fait, d'un côté, ces gens-là se perçoivent, c'est visible dans leurs écrits, un peu comme les garants de la présence de normes islamiques au sein de la société. Surtout dans un espace où le pouvoir politique, où le pouvoir d'un souverain islamique n'est pas forcément visible de la même manière qu'à Tunis ou au Caire. Donc, ils se posent en quelque sorte dans leur représentation identitaire comme les garants du rattachement des communautés locales à la communauté globale musulmane. D'un autre côté, et justement là, il ne faut pas se laisser tromper par ce discours normatif des ulémas, évidemment, le droit musulman intervient dans un champ normatif pluriel. Il y a des normes qu'on appelle parfois ou souvent coutumières. Donc le droit est aussi en interaction avec des normes qui viennent des communautés locales. Ça peut être complémentaire, mais ça peut aussi mener à des conflits, notamment dans le domaine, par exemple, du mariage. Donc en quelque sorte, vous avez cette forte affirmation d'un discours islamique au sein d'une société où quand même il y en a d'autres discours. Et comprendre la place, et je termine là-dessus, comprendre la place du ouléma dans cette société plurielle nécessite d'être conscient de cette complexe interaction entre ces différents champs discursifs et normatifs. Merci. Alors, pour ce qui est de mon livre, de mon cas, disons que commençant dans les années 1880 et finissant après l'indépendance, c'est vraiment le moment d'un passage
d'une transition, en fait, une transition entre Ismaïl et Charlotte. Alors les oulémas ibadites, déjà, sont attachés au Mzab, notamment, et dans l'ensemble du Maghreb, puisqu'il y a des communautés ibadites aussi dans l'île de Djerba, dans le sud de la Tunisie, et dans l'ouest de la Libye, dans la région du Jebel Nefoussa. Ils sont attachés à une institution particulière, ibadite, qui remonte à la période médiévale et qui s'appelle la Halqa des Azzaba, c'est-à-dire le cercle des reclus, si vous voulez, qui est donc en fait un cercle d'oulémas, de savants musulmans, qui est à la tête de chacune des communautés locales. Donc au Mzab, il y a un de ces cercles à la tête de chacune des villes, enfin des bourgs. Donc ça, c'est la première chose. Et à travers cette institution, les oulémas sont justement les garants de l'application de la charia localement. Ils sont aussi des enseignants. Ce sont eux qui prennent en charge la vie cultuelle de la communauté. Ce sont eux qui administrent aussi les habbous, donc les biens, les fondations sur lesquelles les institutions religieuses sont appuyées. Et par ailleurs, ils peuvent aussi être des commerçants, être des propriétaires terriens, etc. Alors disons que l'arrivée des Français, en fait, les dépossède d'une bonne partie de leur pouvoir. Jusque-là, en fait, ça amène à la question de la charia. Les villes du Mzab étaient en fait dirigées dans une sorte d'équilibre plus ou moins conflictuel par donc un cercle d'oulémas et un cercle de notables, la Jema'a, qui représentait les grands lignages de chacun des bourgs. Et en fait, l'arrivée des Français, la mise en place d'une administration, et notamment d'une justice française et d'une justice musulmane réduite à la question du statut personnel, donc de la famille, de l'héritage, du mariage, tout cela déséquilibre les rapports politiques locaux et donc réduit le rôle des oulémas à ce statut personnel et conduit en fait à un investissement très très fort dans tout ce qui est éducatif. Ça, c'est un point important. Et ça les conduit aussi, je pense, alors peut-être que je pourrais revenir là-dessus, mais à redéfinir évidemment leur rapport aux autres musulmans, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du 19e siècle, les oulémas ibadites se considèrent les garants de la vérité, l'ibadisme étant la seule voie juste de l'islam à leurs yeux, et cette déstabilisation va les conduire aussi, alors notamment pour être plus fort face aux colonisateurs, à se rapprocher de la majorité sunnite et donc à relativiser le caractère unique de leur vérité pour admettre un dialogue beaucoup plus proche avec les sunnites. C'est ce qu'on appellera le taqrib. C'est du taqrib, voilà, qui est assez actif. Ça commence dès les années 1910, mais c'est surtout dans les années 30-40 qu'il est assez... voilà, que cette forme d'œcuménisme et le même mouvement à la même époque se produit entre sunnites et chiites, depuis le Caire notamment. Et donc on a toute une dynamique de taqrib qui va s'étioler à partir des années, je ne sais pas comment c'est en Algérie, mais au Mashrek, à partir des années 60-70, toute la logique du taqrib commence un peu à battre de l'aile. Mais... Alors de façon moins conflictuelle, je pense, en Algérie et pour les ibadites, mais aussi en fait dès les années, à partir de l'indépendance, en fait, à partir du moment où le débat est considéré comme étant clos en fait sur la scène publique et du coup il n'en est plus tellement question. Je pense que la dynamique anticoloniale était vraiment fondamentale en fait dans ce rapprochement et du coup une fois les Français partis, mis dehors, il n'y a plus tellement de raison d'aller plus loin dans ce dialogue. Alors sans que ce soit rompu pour autant, mais disons que ça n'aboutit pas véritablement. Et ce qu'on découvre, je me permets de te relancer une dernière fois, Augustin, ce qui, moi, m'a fasciné en te lisant et en parlant avec toi, c'est cette figure de Mohammed ad-Din al-Khatib, que connaissent bien les Mashrekisans, puisque c'est un des héros du réformisme musulman dans sa version syro-égyptienne, parce qu'en fait, il est syrien, mais il est exilé en Égypte. Et Mohammed ad-Din al-Khatib est visiblement très lié aux oulémas ibadites sur lesquels tu as travaillé. Et Mohammed ad-Din al-Khatib était l'un des partisans de ce taqrib avec les ibadites, alors même qu'il était radicalement hostile au taqrib avec les chiites.
Et il s'est fait remarquer par un certain nombre d'écrits, et dont un livre à la fin des années 50, dans lequel il explique que les chiites sont une communauté avec laquelle il n'est aucun rapprochement possible. Donc je trouve ça assez intéressant de voir qu'il marquait cette différence entre ibadites et chiites. Peut-être un mot sur ça, sur comment ce taqrib s'est fait, sur quelle base? Alors peut-être un mot avant, à travers la figure de Mouhibuddin el-Khatib, on voit aussi un autre à la question de que font les oulémas. Ce sont aussi beaucoup des journalistes et des imprimeurs. C'est aussi un des effets de la réduction relative de leur champ d'action par l'arrivée de la puissance coloniale. À partir des années 20-30, les lettrés ibadites et sunnites algériens s'investissent énormément dans le journalisme et l'imprimerie. Et c'est comme cela que l'un d'eux, donc un des ibadites sur lesquels j'ai travaillé, qui s'appelle Abou Ishaq Tfayesh, qui était en exil, en fait il était étudiant à Tunis, il a été expulsé de Tunisie par la résidence générale et il est parti au Caire. Et là il s'est lié donc avec Mouhibuddin el-Khatib, donc un autre exilé journaliste au Caire. Et alors le taqrib de ce côté-là se manifeste surtout alors par le fait que Abou Ishaq publie publie pas mal dans Al-Fath, donc la revue publiée par Mouhibuddin el-Khatib. Les journaux ibadites que publie Abou Ishaq au Caire et qui battent un peu de l'aile, il faut le dire économiquement, c'est des affaires pas très prospères, sont soutenus par el-Khatib. Et le taqrib passe en fait par une réécriture de l'histoire ancienne. En fait. C'est essentiellement une réécriture des premiers siècles, de l'histoire des premiers siècles de l'islam, de la fitna du 7e jusqu'au 8e, 9e siècle, qui permet de faire entrer en fait, les ibadites, de donner un récit plus conforme à la doxa sunnite. L'autre récit consiste à exalter, alors là c'est plus algéro-algérien, mais ça se passe aussi depuis le Caire. C'est intéressant aussi, c'est que le lieu où écrivent et où publient ces personnes n'empêche pas de tenir un discours on reviendra sur cette circulation. C'est un discours qui consiste à exalter en fait le royaume de Tahert, donc qui est l'actuel Tiaret aujourd'hui dans l'ouest de l'Algérie et qui est en fait le seul État ibadite qui est né au Maghreb, donc à la période médiévale, et à l'exalter comme un ancêtre de l'État algérien. Donc voilà un peu les deux pôles principaux, et un troisième, mais qui tient moins du taqrib, qui est plus, disons, ethnique et qui prend à rebours les discours européens qui opposaient les Berbères aux Arabes, consiste à expliquer que les Berbères, notamment les Berbères ibadites, en fait, ne se sont jamais aussi bien entendus avec un peuple venu de l'étranger qu'avec les Arabes. Et ça, c'est le discours qui fait florès encore après l'indépendance, quand les questions religieuses sont un peu mises sous le boisseau. Merci Augustin. Alors, peut-être Charlotte, dont les travaux couvrent là encore la période coloniale, mais aussi la période de l'État algérien indépendant. Je crois que c'est le seul livre des trois qui couvre cette troisième période. Donc, Oui, du coup, c'est vrai qu'il y a des similitudes avec ce que mes collègues ont présenté auparavant, notamment sur leur rôle d'éducateur, leur rôle de journaliste. Et c'est vrai que ce qui apparaît pour la période sur laquelle moi j'ai le plus travaillé, c'est-à-dire après 62, c'est à la fois l'administration de l'islam par l'État indépendant. Donc, à l'inverse de la dynamique coloniale où les oulémas avaient milité pour la séparation entre le culte et l'État, pour que justement le culte musulman soit émancipé de cette tutelle française coloniale, alors qu'au moment du passage à l'indépendance, il y a au contraire la volonté d'inscrire l'islam comme religion d'État. Donc ça, c'est un passage qui est une première chose de rupture de la période du passage à l'indépendance. Et puis après, c'est les années 70 où, comme dans l'ensemble du monde arabe et musulman, c'est les débuts de l'islamisme. Et donc avec des figures concurrentes à ces oulémas qui ont été formés dans les grandes mosquées universités, comme c'était la tradition depuis des siècles, et des figures d'intellectuels musulmans, comme on a pu les appeler, qui entrent dans la discussion. Et puis, en même temps qu'il y a cette concurrence-là, ceux qu'on a appelés, ceux qui sont issus de l'association des oulémas, donc on appelle toujours les oulémas, ça devient, c'est ce que j'explique dans le livre, une catégorie politique en fait. C'est plus seulement des autorités religieuses, mais ce sont aussi une tendance politique dans l'Algérie indépendante qui défend l'arabité et l'islam, ce qui se défendait, ce qui s'expliquait dans le contexte colonial par une réaction à l'identité imposée par la colonisation, mais qui, dans l'Algérie indépendante, pose problème, puisqu'il y a
une pluralité de politiques possibles qui sont laissées de côté au profit de cette identité-là qui du coup trouve ses sources dans la production de l'Algérie, de l'association des oulémas dans l'Algérie coloniale. Mais alors, du coup, peut-être on pourrait revenir sur ce lien, parce que ce serait bien de l'aborder brièvement, entre ces oulémas de l'association des oulémas algériens, ou en tout cas de ce qu'il en reste dans les années 60, 70, 80, et la montée de l'islam politique. Est-ce qu'on peut dire que le fils, pour le dire vite et un peu brutalement, est-ce qu'on peut dire que le fils est héritier de l'association des oulémas, ou est-ce que ça n'a rien à voir, ou est-ce que c'est l'une des déclinaisons possibles ? Alors c'est effectivement un des enjeux des débats actuels, parce qu'en fait, je parlais du sujet polémique, ça reste des sujets très... Front islamique du salut, pardon. Voilà, Front islamique du salut. Ouais, qui était le parti islamiste qui a gagné les élections de 91 en Algérie. C'est ça, et qui est né en fait en 89, après l'ouverture politique qui a suivi les émeutes de 1988 et tous les bouleversements politiques en Algérie de la démocratisation et de l'ouverture. Et alors oui, sur la filiation... là-dessus, c'est tout y a tout l'objet d'un article d'Omar Carlier qui a travaillé sur entre l'héritage des oulémas et l'héritage du FLN, qu'est-ce qui devient les futurs partisans du Front islamique du salut. Et en fait, il trouve qu'il y a davantage de rapprochement avec le Front de libération nationale, le FLN, le parti unique au pouvoir, qu'avec les oulémas au final. Et là-dessus, moi, je suis repartie de cette réflexion-là. Et ce qui m'intéressait, moi, dès le départ, c'était de montrer un peu le panorama de la diversité politique d'une association qui se rejoint sur des principes fondamentaux, religieux, sociétaux, sociaux communs, mais qui, dans le fond, réunit un ensemble de personnalités qui peuvent être... très nationaliste ou alors au contraire dans un transnationalisme islamique radical, et qui se retrouvent sur certains points mais qui en fait dans l'Algérie indépendante prennent des parcours. Pour donner un exemple, au moment où Ahmed Taoufik al-Madani, qui était le secrétaire général de l'association des oulémas dans les dernières années, dans les années 50, il devient le ministre des Affaires religieuses dans l'Algérie indépendante. Et pendant qu'il l'est, en fait, il y a une contestation de l'organisation de l'islam d'État par d'anciens membres du même bureau, comme par exemple Abdellatif Soltani, qui, eux, prônent le retour à l'islam et aux valeurs islamiques contre l'État socialiste, qui était l'option politique qui avait été choisie dans l'Algérie indépendante. D'accord. Merci beaucoup, Charlotte. Peut-être revenir pour la suite sur cette dimension de l'enseignement. On en avait parlé un peu tous les trois avant, qui est importante en fait dans vos trois travaux, qui est importante pour les oulémas parce qu'elle est l'une de leurs fonctions principales. En tout cas, ils l'aperçoivent comme telle. Et revenir sur les modalités. Qu'est-ce qu'on enseigne ? Comment on enseigne ? Et là encore, peut-être dans vos trois périodes, en commençant là encore par Ismaïl, puisque c'est celui qui s'approche le plus du modèle, on va dire, traditionnel, entre guillemets. Oui, il y a justement, c'est très visible dans les sources, que les oulémas du Touat, comme en quelque sorte tous les oulémas de leur période, reproduisent encore en grande partie les modalités d'enseignement qui se sont mis en place au premier siècle de l'islam. Et au cœur, il y a le rapport entre le maître, le professeur, l'enseignement et les disciples. Mais il faudrait, c'est des choses connues, mais il faudrait, à mon avis, introduire un troisième élément, en quelque sorte, c'est le texte. Donc, ce qui est peut-être remarquable de soulever, c'est que, par exemple, quand on dit un tel a étudié le droit, au fond, ce qu'il a étudié, c'est qu'il a étudié avec un maître un certain ouvrage de droit. Par exemple, pour le malikisme, qui est l'école juridique la plus répandue en Afrique du Nord, il a étudié la Muwatta de Malik, qui est un des ouvrages fondamentaux de l'école malikite. Donc, c'est à travers le maître que se transmet le texte. Et c'est à travers ce texte que se transmet la discipline. Et ça nous renvoie aussi à la question de la transmission des manuscrits. Parce que d'habitude, en étudiant un texte, à l'époque, il n'y avait pas de livre imprimé, on prenait aussi une copie de ce texte, un manuscrit. Donc c'est ce qui est intéressant, justement, à part cette question du rapport maître-disciple qui a été beaucoup étudiée, à mon avis, cette transmission du texte dans sa matérialité
ça n'a pas beaucoup été étudié, ou moins étudié en tout cas. Et je pense que c'est tout à fait intéressant de voir cette interaction entre ces trois figures, le disciple, le maître et le texte, à travers lequel se transmet la discipline. Et est-ce que l'on perçoit chez ces oulémas l'influence de mouvements, pourrait-on dire, proto-réformistes, comme tu sais, pendant longtemps, le réformisme était un mouvement dont la doxa historiographique voulait qu'il apparaisse au XIXe siècle, à la suite de la rencontre avec l'Europe, etc., tout le grand récit de la Narda. Puis des nouveaux travaux d'historiens depuis une vingtaine d'années montrent en fait qu'il y a des vagues successives de réformisme qui sont bien antérieures, qu'en fait il y a une sorte de réformisme même permanent, c'est-à-dire qu'en fait on a des figures de ce type qui remontent plusieurs siècles avant la Narda. Je pense à Ahmed Dalal ou à d'autres qui ont travaillé sur ces choses-là. Et dans peut-être ton cas, tu as le Cheikh As-Senoussi qui n'est pas très très loin, j'imagine, de ces zones. Est-ce qu'on perçoit ce bouillonnement un petit peu, cette effervescence dans tes zones à toi? C'est une excellente question. Moi, je dirais, en fait, il faudrait, à mon avis, peut-être inverser. Moi, je crois que ce réformisme précoce qui se met en place au XVIIIe siècle est en quelque sorte un produit de ce paysage intellectuel sur lequel moi j'ai travaillé, parce qu'il n'est pas propre au toit. Si vous voulez, à partir du XVe, XVIe siècle, l'islam savant se diffuse massivement en milieu rural, et on voit aussi, surtout dans des zones un peu périphériques, entre guillemets, comme justement le Maghreb, comme aussi l'Inde. On voit des dynamiques qui ensuite vont avoir des impacts sur ce qui se fait au Proche-Orient. Là, je pense par exemple justement aux travaux de Ahmed Dalal ou aussi de Khaled Rouaïhab. Et du coup, je dirais, bon, pour le toit, nous n'avons pas de traces de proto-réformateurs, mais justement des figures intellectuelles comme un As-Senoussi plus tard au XIXe siècle. Il est en quelque sorte, ou au moins en partie, un produit de ce système intellectuel. Par contre, j'ajouterais, justement, on regarde un peu mes travaux actuels, si on prend le cas de la Mauritanie, là, en effet, on voit au début du XIXe siècle des débats qui sont directement inspirés par ce qui se faisait à l'époque au Proche-Orient. Donc là, on a des polémiques sur, par exemple, le refus du madhab comme de l'école juridique comme cadre de réflexion normative. On a des traces. Pour le toit, j'en ai pas trouvé. Mais je dirais qu'il y a tout un processus qui se met en place dans le monde musulman à partir du 15e, 16e siècle. Et ce réformisme avant la Nahda, en quelque sorte, il s'explique en partie par cette diffusion du droit musulman, des savoirs musulmans dans des espaces sociaux dans lesquels il était absent, à mon avis, avant. Merci beaucoup. Dans le cas des ibadites du Mzab. Alors, pour l'enseignement, là aussi, je me retrouve à faire la transition. En fait, donc en gros, à la fin du 19e, l'enseignement est très semblable à ce que décrit Ismaïl, c'est-à-dire que dans le cadre de la halqa, cette institution que je désignais tout à l'heure, les chiours, donc les savants locaux, transmettaient les savoirs ibadites, transmettaient aussi la langue arabe, évidemment, d'autant qu'on est dans une zone berbérophone, hein, donc la maîtrise de l'arabe est extrêmement importante et distingue les oulémas du reste de la population. Alors avec du coup des textes proprement ibadites, hein, et notamment alors pour l'enseignement le plus courant et dans tous les enfants, enfin de tous les enfants, garçons et filles aussi, l'utilisation donc de aqida, donc de textes de credo, si vous voulez, qui synthétisent les articles de foi ibadites. En fait, un grand bouleversement se produit à la fin des années 10, au début des années 20, lorsque justement les réformistes sur lesquels je travaille, de retour de Tunis ou du Caire, où ils ont été étudiés, mettent en place en fait des nouveaux programmes qui bouleversent totalement l'enseignement dans les halqa. Donc en fait, ce qu'ils font, et il faut imaginer, ça donne lieu à des polémiques énormes, c'est une révolution localement, et qui en fait se concrétise en au moins 2 décennies, hein, pas avant en fait la fin des années 30. Mais en gros, il remplace l'ancienne école coranique par
un peu comme ailleurs dans le monde arabe, hein, c'est une histoire bien connue. Voilà, des classes avec des tables, des chaises, des tableaux, des armoires avec des livres dans des étagères, l'électricité même, dont l'arrivée à la fin des années 30 est un moment important dans cette histoire. Et en fait, en faisant cela, hein, cette génération d'oulémas ringardise complètement leurs opposants et ceux qui étaient à la tête des halqa jusque-là. Et donc, en gros, grâce à ces écoles et aux associations, puisque c'est des associations de loi 1900 en fait, qui portent cela, ils parviennent à soit prendre le pouvoir au sein des halqa, soit à les rendre caduques et à contourner l'autorité des shuyukh. Et évidemment, ça passe aussi avec l'introduction de l'enseignement des langues, de l'enseignement de sciences dites modernes ou dites européennes, et donc vraiment un bouleversement assez fort du cursus et l'idée d'une massification de l'enseignement aussi, hein, puisqu'on n'enseigne plus uniquement pour coraniser la masse, c'est-à-dire inculquer des principes religieux, apprendre le Coran à la masse et former une petite élite d'oulémas, mais on enseigne pour redresser le pays, puisque l'enjeu c'est bien ça, c'est de redresser le pays, de rattraper les Européens que ces sciences modernes ont mis à la tête des civilisations, hein, puisque la hiérarchie des civilisations que portent les Français est assez intériorisée par ces acteurs qui veulent du coup rattraper le temps perdu dans cette course au progrès. Et alors une de leurs réflexions, et ça fera je pense la transition avec Charlotte, hein, c'est là dans les années 30, mais ils ne font qu'y penser, c'est alors est-ce qu'on fait des universités islamiques, et ils n'en ont absolument pas les moyens, hein, puisque c'est des gens qui ont des moyens très limités en contexte colonial. Effectivement, ça fait le lien direct, puisque la question de l'université islamique, elle apparaît déjà à la période un peu du père fondateur de l'association des oulémas, qui est Abdelhamid Ben Badis, qui dans des textes des années 30 appelle déjà de ses voeux à ce qu'il y ait une institution de haut niveau pour poursuivre en fait les études islamiques et pas forcément aller à l'Azhar ou ailleurs au Proche-Orient. Et cette université islamique, elle ne naît dans l'Algérie indépendante qu'en 1984. Donc c'est vraiment toute une mise en place qui se fait dans les années 60-70 avec l'intégration. Et là, effectivement, sur la question des écoles de l'association des oulémas, ça rejoint assez ce que Augustin décrivait pour les ibadites, mais pour les sunnites au nord, c'est-à-dire des écoles où on enseigne aux garçons et aux petites filles, à la fois des sciences religieuses, mais aussi une base de sciences profanes pour tous ceux qui ne vont pas à l'école française, et ils sont très nombreux, puisqu'ils sont 90% dans les années 50. Et après, dans l'Algérie indépendante, là, le rôle de ces oulémas enseignants est important dans leur insertion dans aussi le champ politique, puisqu'ils sont beaucoup à entrer dans le ministère de l'Éducation nationale, soit à des statuts de cadre, et donc ce sont eux qui font les premiers manuels pour la langue arabe, ils interviennent aussi sur la conception de l'histoire de l'Algérie, et également en tant que fonctionnaires, enseignants, personnels de l'éducation nationale. Donc c'est vraiment un point crucial, et je pense que ça vient de tout ce fond, cette construction-là des années 30-40, et c'est ce qui fait que leur rôle est aussi prégnant dans l'éducation à l'indépendance pour tous ceux qui sont issus de cette association des oulémas. Donc on peut leur prêter un rôle dans l'arabisation du système d'enseignement algérien, dans l'introduction plus grande de matières islamiques, dans l'importation aussi parfois de collègues qui viennent du Moyen-Orient enseigner. Est-ce que là encore, c'est l'action de ces oulémas de l'association sur laquelle porté de travaux qui explique ça? Tout l'objet du passage qui est là-dessus dans le livre, c'était de montrer qu'ils ne sont pas les seuls à le faire. C'est-à-dire que ça a été, dans les débats très contemporains, c'est quelque chose qui revient très souvent. Ils ont islamisé l'Algérie, ils ont arabisé l'Algérie, ils l'ont dénaturée par rapport à sa nature plurielle, berbère et arabe, avec une pluralité aussi au sein de l'islam, etc. Et en fait, moi, ce que j'ai pu observer par les sources, en fait, c'est que, oui, bien sûr, ils font partie de ceux qui ont prôné l'arabisation de l'Algérie indépendante et qui, au moment même de l'Assemblée constituante de 63, ont demandé à ce que soit inscrit l'islam comme religion d'État et la langue arabe comme langue nationale, puisque c'était leur credo déjà à la période coloniale. Et en même temps, dans
dans le contexte politique de l'accès à l'indépendance, c'est une idée qui est très répandue, en fait, l'idée de reprendre son identité, de retrouver l'arabité, puis c'est le moment du nationalisme arabe resplendissant aussi, enfin c'est déjà un peu la fin des années 60, mais c'est encore des idées qui sont très présentes, et donc il y a cette idée de panarabisme et de pan-islamisme qui se conjuguent, et qui va au-delà, les oulémas en font partie, mais ça va au-delà d'eux, en fait, à cette période-là. Merci Charlotte. Peut-être, donc on a clos ce chapitre, passer après l'économie du savoir à l'économie des biens. Puisque ces oulémas, effectivement, ils exercent toutes sortes de fonctions, mais il faut bien qu'ils vivent. Alors, là encore, de quoi vivent-ils? Dans quelle structure économique s'inscrivent-ils? Et de quelle structure économique sont-ils porteurs? Là encore, comment s'inscrivent-ils dans l'économie au sens le plus concret du terme? Là encore, peut-être en commençant par Ismaïl et la période moderne. Oui, comme j'ai déjà dit, beaucoup travaillent ou sont actifs dans le commerce transsaharien, et même parfois les déplacements pour étudier, ou faire des études dans d'autres centres d'enseignement obéit aussi à cette logique de tisser des liens pour de futurs projets économiques dans le cadre du commerce caravanier. Et puis, comme la société du Touat est une société oasienne d'agriculture irriguée, donc ce sont aussi des propriétaires terriennes. Oui, c'est un peu ça, c'est le négoce et l'agriculture, je dirais. Merci. Alors, les habitants du Mzab, les Ibadites d'Algérie, qu'on appelle en français les Mozabites, sont connus en Algérie comme étant des épiciers, comme étant des commerçants, comme étant une minorité en fait commerçante très prospère. Alors parfois c'est quelque chose qui est fantasmé. Et donc je suis parti de ce constat, et j'essaye justement de montrer dans un des chapitres du livre le lien entre cette prospérité en fait qui date de la période coloniale. Alors à la période ottomane, des habitants du Mzab étaient déjà présents dans les villes côtières, dans les villes du nord de l'Algérie, de la Tunisie, enfin des provinces ottomanes d'Alger et de Tunis. Mais on voit pendant la période coloniale une diaspora de commerçants, de travailleurs très forte se développer en direction du nord. Et ce que je montre, c'est que l'essor en fait, des savants qui se sont voulus réformistes est profondément lié à l'essor de cette nouvelle classe de commerçants, à cette cette espèce de classe moyenne et ces élites aussi commerçantes qui montent et qui prennent de plus en plus de place dans la communauté à la période coloniale. Alors concrètement, en fait, cette alliance, on la voit, et elle permet de comprendre de quoi vivent les oulémas. On la voit à travers des investissements, c'est-à-dire que des oulémas investissent dans les entreprises, dans les biens, dans des biens immobiliers, dans des entreprises commerciales de ces commerçants ibadites. On la voit aussi à travers le fait que les commerçants financent les écoles, les associations caritatives, financent la presse aussi des réformistes, et donc ce faisant les aident à vivre et les aident dans leur action religieuse. Et enfin, ce lien très fort entre les oulémas et le développement du capitalisme en contexte colonial, on le voit aussi dans les discours que tiennent les réformistes, notamment sur des questions de consommation. C'est un des points majeurs en fait dans l'opposition entre ceux qui se sont voulus réformistes et leurs adversaires qui se voulaient muhafidhoun, donc les conservateurs. C'est la question de la consommation des biens manufacturés européens. Et en fait, les réformistes rendent licite tout un ensemble de biens, des vêtements, l'utilisation de certaines technologies comme le téléphone, alors que les conservateurs refusent cela. Et de cette façon, alors les conservateurs pensent préserver justement la charia, le droit et notamment la méthodologie du droit ibadite, mais en fait ils se font déborder puisque du coup les commerçants qui trouvent là une justification religieuse à leur mode de vie entre guillemets, j'allais dire européanisé, mais en tout cas influencé en partie par la présence française, se engouffrent dans la brèche et aident ces réformistes. Voilà un peu. Il y a un autre point peut-être qui est important, qui est la question des fonds, des biens de main morte, des habbous, des waqf.
donc ces fondations sur lesquelles beaucoup des institutions religieuses fonctionnaient et qui, jusque dans l'entre-deux-guerres, étaient essentielles, je pense, pour la vie des oulémas. Et en fait, elles aussi sont rendues, l'économie rurale sur laquelle elles étaient fondées est mise à mal en fait par cette insertion de l'Algérie dans un capitalisme mondial. Et en plus, alors mise à mal aussi par les dispositifs juridiques européens qui déstabilisent les waqf, mais dans le Mzab, ce n'est pas trop le cas. Et ça peut aussi expliquer ce succès des oulémas réformistes qui étaient alliés aux commerçants. Merci, Augustin. Pour le Nord, il y a peut-être un lien qui est moins fort entre le commerce et les questions religieuses, mais on le retrouve quand même, puisque dans les écrits des années 40, notamment du Cheikh al-Ibrahimi, qui était le deuxième président de l'association des oulémas, il y a des exhortations à monter des commerces, des entreprises, à l'entrepreneuriat un petit peu musulman dans l'Algérie coloniale, comme une façon aussi de se créer cette identité propre et de revendiquer la nation comme existante et légitime. Et après, oui, on retrouve aussi des choses assez communes avec ce que vous avez présenté sur le fait que le alim, c'est pas son métier d'être alim. Il a un autre métier à côté en général, donc il enseigne ou alors il est, pour la période indépendante, il peut être fonctionnaire d'État, mais à côté, il a aussi ses activités. Donc, pour certains, ils sont... tu parlais des épiciers, il y en a aussi dans l'ouest de l'Algérie qui montent des commerces pour vivre, en fait, pour faire vivre leur famille, tout en maintenant les activités de l'association. Merci Charlotte. Peut-être aborder la question des femmes. Alors évidemment, ces oulémas sont des hommes. J'imagine qu'il n'y a pas de cas. Peut-être, cela dit, dans vos différentes communautés, vous avez des femmes qui enseignent à des femmes, évidemment, mais ceux qui sont pour la plupart reconnus, qui ont le statut d'ouléma, sont pour l'essentiel des hommes. Mais les femmes, malgré tout, interviennent dans vos travaux. Je pense au livre d'Ismaël qui leur consacre un chapitre, parce qu'elles interagissent avec ces oulémas, parce qu'elles, là encore, les oulémas sont les garants d'un ordre social auquel elles appartiennent et dont elles sont une partie même importante, elles en sont l'un des soubassements. Et donc elles sont dans ce dialogue, elles viennent leur poser des questions. Donc les fatwas sont souvent faites en réponse à des questions posées par des femmes. Et donc peut-être là encore... voilà, je voulais vous interroger sur cette dimension dans vos différents travaux, commençant par Ismaël, puisque je sais que c'est une question à laquelle tu as accordé un soin particulier dans ton travail. En effet, ça fait partie un peu de mes découvertes d'historien dans les sources. En fait, ce n'est pas une vraie découverte, mais en tout cas, c'était tout à fait frappant. Peut-être juste pour la question des oulémas femmes. Je pense que pour le cas de l'Afrique, c'est une question qui reste encore à être étudiée. Bon. On est quand même dans le cadre d'une société patriarcale, mais on a des figures de oulémas femmes qui enseignent, etc. Et pour le cas de l'Afrique de l'Ouest, on a même des cas connus, pour le Nigeria par exemple. Donc c'est à mon avis aussi une question de recherche à explorer. Maintenant, ce que moi justement j'ai vu dans mes nawazil, dans mes documents jurisprudentiels, c'est que les femmes recourent beaucoup à la justice islamique. Et ils le font à titre individuel. Bon, parfois, on ne peut pas savoir est-ce que derrière, il y a le groupe familial, le groupe de parenté, mais on voit quand même apparaître des femmes devant les juges musulmans comme des acteurs qui revendiquent leurs droits, qui se défendent, qui assument des responsabilités. Il y a même, je me rappelle, un cas où, par rapport à monsieur, il a été dit « Ah, celui-là, il est complètement sous l'emprise de sa femme, c'est sa femme qui gère ses propriétés. » C'est écrit noir sur blanc. Bon, peut-être ça a l'air banal, mais quand ça vient d'une société rurale du XVIIIe siècle, en sachant qu'on a très peu de sources internes pour l'histoire de l'Afrique avant le XIXe siècle, donc c'est quelque chose de très vivant. Et quand je regarde aussi, en fait, pour parler justement des revendications de femmes, on voit donc apparaître aussi leurs conditions de vie, ce qu'elles faisaient, et on voit par exemple là, ce que j'ai évoqué, la question du commerce transsaharien, parce que le TOAT est une plaque tournante dans ces réseaux commerciaux, et cela implique aussi que les hommes se déplacent. Ils laissent seuls leurs femmes. Et cela entraîne beaucoup de conflits,
justement, si la femme se retrouve sans avoir les moyens pour survivre, etc., elle va réclamer le divorce. Et il l'obtient souvent. Donc vous voyez, on a à travers les fatawas un regard vraiment on peut apercevoir un peu le quotidien de ces populations du rural. Les collègues qui travaillent sur le droit musulman vont me dire, oui, c'est bien connu, on sait que les femmes recourent massivement à la justice islamique. Ça a été étudié pour le Caire, pour Damas, etc. Mais là, encore une fois, on est dans une société rurale où, soi-disant, la coutume patriarcale est censée contrôler tout. Et on voit à travers ces fatwas, non, les choses sont beaucoup plus complexes. Et ça, je trouvais intéressant au point de consacrer un chapitre à ces recours féminins à la justice. Oui, et ce qu'on voit, c'est comment, dans ta réponse, c'est comment ce matériau de jurisprudence est aussi une source extraordinaire d'histoire sociale, en fait. Exactement. Il a beaucoup été utilisé comme ça par les historiens. Ça peut aussi, j'imagine, poser des problèmes, parce qu'il y a des biais normatifs dans l'utilisation de ce type de matériaux pour écrire l'histoire, et en même temps, souvent, c'est le seul qu'on a, j'imagine. C'est ça, c'est ça. Et bien sûr, puisque ces sources sont rédigées par un certain groupe social, dans un certain type de discours, et ils gomment parfois aussi des réalités sociales plus complexes. Donc si par exemple une femme se présente devant le tribunal, on ne sait pas si peut-être derrière il y a sa famille qui exerce une pression sur elle pour qu'elle se présente. Et d'ailleurs, on voit même apparaître dans des cas cette pression, où par exemple une femme dit « je n'ose pas porter plainte contre mon frère parce que j'ai peur qu'autrement mon frère va m'assassiner ». C'est écrit noir sur blanc dans la fatwa. Donc on voit en fait à travers ce récit normatif aussi toute cette complexité, toutes ces tensions observables au sein de la société. Et ça, peut-être comme dernier point, puisqu'on a beaucoup insisté sur évidemment les marges de manœuvre des populations féminines à travers les recours à la justice, et j'y souscris, c'est quelque chose qui est très frappant. Mais d'un autre côté, à mon avis, il faudrait aussi voir qu'à travers la documentation juridique, s'aperçoivent aussi les contraintes exercées par un ordre qui, en fin de compte, reste quand même un ordre patriarcal en grande partie. Merci. Alors, il y a des femmes savantes au Mzab, alors qui en effet n'ont pas le statut d'ouléma, hein, les Azaba, les oulémas sont des hommes, mais alors ça remonte probablement au XVIIIe siècle et ça serait peut-être un de ces mouvements de proto-réforme que tu évoquais tout à l'heure, à la tête en fait du groupe des femmes de chacune des communautés du Mzab se trouvent donc ce qu'on appelle les rassalettes, donc les laveuses, en fait les laveuses de mortes. Donc ce sont les femmes qui sont chargées de faire les rites mortuaires sur les femmes et qui sont aussi en fait des enseignantes et qui sont chargées de contrôler le comportement des autres femmes. Et souvent elles viennent de familles d'oulémas. En fait, ce sont des épouses, des veuves, des filles d'oulémas et qui du coup ont été formées au sein de la famille et qui transmettent à leur tour. Alors on connaît quelques éléments sur elle, notamment grâce aux travaux d'une anthropologue française qui a fait du terrain à la fin des années 1920 au Mzab pour travailler sur les femmes. Alors elle a été missionnée par l'administration qui pensait que si les Français connaissaient les femmes, ils connaîtraient la société, qu'ils pourraient pénétrer les familles et les transformer. Et du coup, on a quand même des témoignages et des noms de certaines de ces femmes savantes, notamment visiblement une Mama Ben Slimane qui d'après ce que dit cette Amélie-Marie Gouachon, terrifiait les femmes de Gardaïa, donc la principale des villes du Mzab. Alors cela dit, ces femmes savantes, elles sont, à part cela, peu visibles. Elles n'ont pas laissé de sources, en tout cas de sources que j'ai trouvées. Et la période coloniale est plutôt un moment où les femmes sont évacuées de l'espace public le plus possible. En fait, la mainmise française sur la région fait que l'espace, alors c'est connu en contexte colonial, hein, ça a été étudié notamment pour la Syrie, pour l'Inde, pour l'Égypte aussi, mais en gros le domaine sur lequel les hommes se retrouvent à avoir du pouvoir, puisque l'essentiel de leur marge de manœuvre est raboté par le contexte colonial, c'est la famille, ce sont les femmes, et du coup on a un moment plutôt de durcissement de ce cadre patriarcal et de
avec notamment idéologiquement la définition beaucoup des femmes comme étant les gardiennes de l'identité, les transmetteuses de la culture, et du coup, elles doivent avoir le moins possible de contact avec les Français pour préserver cette identité ibadite, locale ou algérienne. Alors ça se manifeste notamment, on le voit dans les sources, par l'interdiction d'apprendre de parler en arabe dialectal, c'est-à-dire pour ne pas pouvoir communiquer avec les non-ibadites. Ça peut être aussi l'interdiction de se vêtir à l'européenne, sauf si, alors ça il y a une fatwa là-dessus, sauf si leur mari le demande. Donc on voit l'ambiguïté en même temps du rapport à la puissance coloniale et au modèle qu'elle peut charrier. Mais en gros, donc c'est quelque chose de très ambivalent. Alors concrètement, au Mzab, ça se manifeste aussi, j'oubliais, par l'interdiction faite aux femmes de voyager et de quitter la région. C'est quelque chose qui secoue beaucoup la vallée à la fin des années 20, au début des années 30, avec en fait le développement de la voiture. Tous ces commerçants qui ont les moyens de s'acheter des voitures, enfin les plus riches d'entre eux, et qui veulent voyager avec leurs femmes. Et en fait, il y a des réactions très fortes des élites locales, des oulémas comme des notables, pour empêcher les femmes de voyager. Et cette interdiction disons qu'elle fonctionne jusqu'aux années 50. Et ensuite, dans les années 50, on voit que ça ne fonctionne plus et que les hommes, les commerçants, en fait, passent outre les interdictions des oulémas et voyagent avec leurs femmes. Merci. Charlotte? Et oui, ça rejoint assez toujours dans la continuité chronologique, mais dans les journaux de l'association des oulémas des années 50, on retrouve beaucoup de débats sur la question des femmes. Donc il y a eu tout un discours sur l'éducation des jeunes filles qui était nécessaire, mais avec le débat se pose sur quand elles arrivent en âge de se marier, est-ce qu'elles doivent plutôt poursuivre leurs études ou plutôt aller se marier? Et du coup, les réactions, en fait, notamment dans Al-Basair, donc un des journaux en arabe de l'association, opposent des jeunes femmes qui sont souvent des enseignantes de l'association à d'autres enseignants hommes de la même association sur des arguments en fait, qu'on retrouve dans d'autres sociétés par ailleurs, sur la question de jusqu'où on a le droit d'acquérir le savoir, pourquoi on l'acquiert, du rapport à l'homme et au mari, est-ce que la question du mariage forcé qui apparaît aussi, ou forcé ou encouragé par la famille quand il n'est pas souhaité par la jeune femme. Et c'est notamment dans les débats qui ont lieu dans les colonnes du journal, c'est porté par Zohr Bounissi, qui est une écrivaine aussi, qui a été enseignante de l'association des oulémas, qui n'était pas affiliée, mais qui dit qu'elle a une appartenance à l'association parce qu'elle se rattache à ses principes nationalistes islamiques. Mais elle a aussi beaucoup porté du coup Alors c'est toujours un peu ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois elle a porté tout un discours sur le fait qu'il fallait pas sur la nationalité, c'est-à-dire qu'il fallait pas épouser sur les mariages mixtes entre nationalités au moment de l'indépendance. Où elle était contre, elle s'est posée dans le débat public contre. Et par ailleurs, elle a quand même aussi, dans ses ouvrages et notamment dans ses mémoires, défendu la place des femmes dans la société algérienne contemporaine. Et notamment, après, dans mon livre, il y a tout un passage sur les débats autour du Code de la famille de 1984 qui a été réformé et qui a réduit la femme au statut de mineure, en fait, où il fallait un tuteur légal depuis le père jusqu'au frère s'il y avait pas de père, et puis le mari ensuite, quoi. Et donc on retrouve toutes ces discussions-là qui ressortent de façon très forte dans les années 80 dans la société algérienne. Merci beaucoup. Peut-être revenir sur cette question qu'on a déjà un peu abordée, surtout Ismaïl, de cette question des circulations. Puisque ce que vous avez, ce sont à la fois des dynamiques locales, en tout cas très localisées, mais des dynamiques localisées qui sont nourries de ces circulations. Et donc ma question porterait à la fois sur les circulations, mais aussi sur le sens des circulations. On a souvent cette idée que le Maghreb a souvent été un récepteur d'idées venues d'Orient. C'est une thèse qui a été démentie
pas mal récemment en fait. Il y a toute une série d'ouvrages qui montrent en fait que cette vision du Maghreb comme réceptacle d'influence venue du Mashrek est très largement fausse, et en particulier pour ce qui est du religieux. Hein. Je pense pour l'Afrique aux travaux d'Ahmed Shamfi, qui a montré la contribution justement des oulémas africains à l'islam oriental, et en particulier à l'islam saoudien. Il a montré toutes ces circulations d'oulémas d'Afrique de l'Ouest vers le royaume saoudien au XXe siècle, et comment justement ils ont nourri de leurs idées, de leurs apports, le wahhabisme. Voilà, moi je pense à d'autres figures dans mon travail. Je pense à comment s'appelle-t-il, ce cheikh marocain, Taqi-ad-Din al-Hilali, qui étudie Henri Lauzière, qui part en Égypte, puis qui va finir en Arabie Saoudite, qui est soufi quand il part du Maroc, qui revient salafiste, mais qui revient ensuite au Maroc pour être l'un des propagateurs du salafisme au Maroc dans la deuxième partie de sa vie. Enfin, je pense à tout ce type de circulation que vous rencontrez dans vos propres travaux. Et voilà. Donc la question, elle porte sur les circulations, mais aussi sur le sens des circulations. Est-ce qu'on va toujours d'est en ouest, ou est-ce que ça circule dans l'autre sens, et dans quelle mesure, et quel ouest et quel est, puisque je pense que là aussi dans chaque cas on peut s'interroger sur le point d'aboutissement et le point de départ des circulations. Ismaël, peut-être? Oui, je pourrais juste rebondir. Tu as déjà un peu dit, mais... Voilà. Je pourrais juste rebondir sur ces Sahariens qu'on ne soupçonne pas toujours, juste pour rappeler, puisqu'on est à l'Institut du monde arabe. Taha Hossein, dans sa fameuse autobiographie, il mentionne parmi ses maîtres à Al-Azhar, au début du XXe siècle, un certain Cheikh Shinqiti. Ah oui, il y a tout un milieu de oulémas mauritaniens qui s'installe au Caire à cette époque-là. Bon, pour le Touat, quand même, les phénomènes sont plus locaux. Donc, je n'ai pas connaissance d'un alim touati qui a fait carrière au Proche-Orient. Mais je pense que c'est aussi peut-être dû à un manque de travaux. Puisque je pense, si on commence à parcourir les dictionnaires biographiques, on trouvera. Parce que ce que les sources locales m'ont fait voir, c'est que la culture des ulémas musulmans était, depuis ses débuts, en quelque sorte, une culture de la mobilité. On se déplace pour étudier. Et justement, les logiques derrière ne sont pas forcément la périphérie va vers le centre. C'est beaucoup plus complexe. Et comme les travaux récents ont montré ça. Et on voit à travers mes oulémas du Touat, on peut distinguer, à mon avis, il faudrait plutôt distinguer plusieurs couches ou plusieurs types de mobilité. Il y a une mobilité, je dirais, carrément globale, où les lettrés se déplacent au Proche-Orient, au Caire, et on a dans certaines sources égyptiennes du XVIIIe, XIXe siècle la trace de savants du Touat. Puis il y a une région où il y a aussi beaucoup de oulémas du Touat qui vont faire leurs études au Maroc. Il y a par ailleurs dans toutes les grandes villes du Maroc une forte communauté de gens originaires du Touat. Et puis il y a le lien avec l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup de gens au Touat vont aller en Afrique de l'Ouest comme commerçants, mais aussi comme professeurs ou comme ouléma pour diffuser l'islam. Puis, il y a une autre dimension qui me semble aussi très importante, c'est une dimension de circulation régionale. C'est-à-dire, on se déplace vers les zones voisines. Le sud marocain, la Mauritanie, le nord du Mali, la région du Tombouctou. Donc là, on est à d'autres échelles de mobilité. Et je pense qu'au lieu d'opposer un centre à une périphérie, il faudrait plutôt être attentif à ces différentes échelles de déplacement et reconstituer avec précision les itinéraires des différents oulémas. Merci. Dans le cas des Ibadites, alors ça se pose évidemment, parce que les communautés Ibadites sont plutôt, à l'exception de celle de Djerba, elles sont plutôt vers la péninsule arabique. Alors oui, c'est vraiment intéressant ce que disait Ismaël à l'instant, et c'est très comparable, c'est-à-dire que pour les Ibadites, depuis la période médiévale, alors c'est vrai dans le Maghreb précolonial, c'est les oulémas, les commerçants et les militaires qui se déplacent au Maghreb. Alors dans le cas des Ibadites, on a un espace de circulation proprement ibadite. Alors Cyril Hayek, qui est médiéviste, qui travaille sur l'ibadisme à la période médiévale, parle d'archipel, donc un archipel ibadite. Et donc les oulémas, les lettrés, c'est aussi les élèves, les étudiants, circulent entre
le Mzab, Djerba et les villes, donc, les Ksour du Djebel Nefoussa dans l'ouest libyen. Donc ça, c'est une première une circulation à l'échelle régionale au Maghreb. Il y a un autre, le Talab el-Ilm, donc la quête du savoir, elle peut se poursuivre plus loin en Orient. Alors évidemment sur le chemin du Hajj, vers les lieux saints, en fait avec un arrêt. Alors déjà un premier arrêt à Tunis en fait, où les Ibadites avaient un caravansérail, un waqf qui était à la fois un lieu de commerce et d'enseignement, qui leur permettait d'aller suivre aussi des cours à la Zaytouna, la mosquée université de Tunis. Puis au Caire, avec le même modèle, un waqf propre des Ibadites, et donc des Ibadites qui vont étudier à l'Azhar tout en ayant leur shir Ibadite qui rectifie, je crois, la vérité en marge au sein du waqf, et donc dans les villes saintes de Médine et de la Mecque, et au-delà, ce que tu évoquais, c'est-à-dire des circulations avec le pôle romanais, puisque la majorité des Ibadites en fait, sont à Oman, dans ce qui est aujourd'hui Oman, et aussi dans les possessions omanaises en Afrique de l'Est, donc notamment Zanzibar. Alors, les circulations avec Oman, elles ne sont pas très nettes pour, disons, avant le 18e, 19e siècle, mais il est très clair qu'avec le rétrécissement du monde, avec l'émergence de la vapeur, l'accélération aussi des échanges épistoliers, à partir du milieu du 19e, il y a vraiment une sorte d'accélération des échanges entre les Ibadites du Maghreb et d'Oman. Et là, on voit ce que tu évoquais, c'est-à-dire que le Mzab, qui s'était affirmé progressivement depuis le XVIIe siècle comme le pôle majeur des Ibadites au Maghreb, devient aussi le principal pourvoyeur de savants pour Oman et Zanzibar. Et donc les sultans d'Oman et de Zanzibar, puisque les deux États se sont scindés dans les années, alors je crois que c'est 1856, mais je ne mettrai pas ma main à couper, disons au milieu du 19e, on voit les sultans de Zanzibar qui ont acheté ils ont acheté au Caire une imprimerie, et ils vont imprimer des œuvres de savants ibadites du Mzab et les diffuser. Donc on a un jeu d'aller et retour qui est intéressant, et où là, les technologies modernes viennent aussi complexifier les choses. Et dans un deuxième temps, disons que ces réseaux d'échange d'étudiants, d'enseignants, de diffusion de la presse et des écrits aussi, enfin des livres, sont accélérés à partir des années 1870-80. Et à partir de l'entre-deux-guerres, en fait, progressivement, ils vont se désibaditiser. Bon, c'est vraiment très vilain. Mais en gros, on sort d'un contexte uniquement du mazhab, enfin de l'école ibadite, pour entrer dans des réseaux de circulation plus larges, avec des supports qui sont moins liés au réseau ibadite, mais plus à des réseaux nationaux, donc des réseaux de circulation algériens, tunisiens, libyens, etc. Merci. Là, moi, je prends à nouveau le train en marche, mais sur le pôle du Caire, évidemment, ça, on le retrouve toujours, même pour la période qui suit, des années 50 et puis après. Et je pense que là, il y a un exemple que je cite dans l'ouvrage, qui est le Cheikh El Ibrahimi, que j'évoquais tout à l'heure, donc le second président de l'association pour la période des années 40-50, qui s'installe à partir de 1952 au Caire et qui dirige l'association depuis le Caire, donc avec des échanges de lettres à nouveau. C'est pour ça que ça m'y faisait penser, très intense. Enfin, on a des lettres manuscrites qui ont été gardées par des héritiers, où on voit qu'il s'agit vraiment de discuter d'affaires très anodines, très quotidiennes dans leur courrier. C'est pas juste pour s'annoncer des grandes nouvelles. Et puis, depuis le Caire, en fait, il fait une grande tournée, à 2 reprises d'ailleurs, il fait des grandes tournées dans l'ensemble du monde arabe et musulman. Il va jusqu'au Pakistan. Et on sent que cet Algérien, en fait, par ces tournées-là, crée des liens entre alors des gens qui se fréquentaient déjà, mais c'est l'occasion de se retrouver. Et en général, c'est jalonné par les grandes réunions, les congrès pan-islamiques. C'est toujours à l'occasion, comme quand on fait des voyages d'études pour aller au Hajj et puis on reste pour étudier dans la région. Donc c'est un peu ce principe-là. Mais du coup, ces circulations, elles se poursuivent. Et pour la période qui suit, en fait, pour la période post-coloniale, ce qui me vient en tête, c'est les circulations d'enseignants, à la fois d'étudiants mais aussi d'enseignants. Et pour le cas algérien, on a alors à la fois la venue d'enseignants du Proche-Orient pour l'arabe dans le cadre des politiques d'arabisation qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi pour les cadres plutôt politiques
de l'association, enfin qui le sont devenus au sein du Front de Libération Nationale, donc dans le cadre de l'État indépendant, c'est aussi parce qu'ils maîtrisaient bien la langue arabe, qu'ils avaient pu partir en Syrie, en Irak, s'installer et représenter le Front de Libération Nationale pendant la guerre d'indépendance d'un point de vue culturel, qu'après ils ont eu une place aussi importante dans la politique intérieure de l'Algérie. Donc là aussi, les circulations, elles ont un rôle à la fois interne et externe, quoi. Merci, c'est passionnant. Peut-être une dernière question, puisqu'on va devoir terminer, donc je vais poser une toute dernière question, qui porte un peu sur les conflits que vous relatez dans vos 3 livres. Alors, les conflits, parfois, ils sont entre oulémas, entre différentes catégories d'oulémas. Ils sont parfois entre réformistes et conservateurs. Augustin y a fait référence. Ils peuvent être entre les oulémas et les gens qui n'en sont pas. Et ce que j'aimerais bien, peut-être dans vos 3 cas, c'est là encore nous parler un peu de ces tensions qui se cristallisent autour des oulémas, et en particulier de leur soubassement sociologique, parce que, comme on le voit, ces tensions, en fait, elles sont l'expression de dynamiques, là encore, de groupes sociaux qui s'affrontent par oulémas interposés, ou de groupes sociaux que les oulémas eux-mêmes sont censés représenter ou représentent. Donc, peut-être un mot un petit peu général sur ces dynamiques. Voilà, là encore, de quoi les oulémas sont-ils le nom sociologiquement, quoi ? Peut-être en commençant par Ismaïl, si la question est pertinente pour ton... Oui. Bon, on voit à travers les documents les rivalités entre les différentes familles d'oulémas. On voit aussi que quand même cette classe d'oulémas constitue une élite sociale. C'est une sorte d'aristocratie religieuse qui domine la région. Donc il faudrait là aussi être conscient de cette inscription sociologique de ces savants. Mais peut-être en parlant de conflits, je voudrais justement faire plutôt une remarque sur le contemporain, qui concerne là aussi pas seulement les régions le Touat, mais toute la région saharienne en quelque sorte, et qui nous renvoie à l'actualité géopolitique de nos jours. Si actuellement des mouvements djihadistes, islamistes, salafistes, tout ce que vous voulez, parviennent à s'installer dans ces régions-là, c'est aussi en partie parce qu'ils arrivent à capter en quelque sorte l'attention de ceux qui, dans l'ordre ancien, étaient les exclus en quelque sorte, à commencer par les anciens esclaves, parce qu'il faudrait aussi se rappeler que quand même toutes ces sociétés-là étaient des sociétés esclavagistes pendant longtemps. Le commerce d'esclaves d'Afrique subsaharienne vers le Maghreb traversait par là, et il a laissé des traces. Donc je pense qu'aujourd'hui aussi la question dans la région, dans toute la région, en Afrique de l'Ouest et au Sahara comme au Sahel, de ce que c'est le bon islam, le vrai islam, et cette opposition entre un islam qu'on appelle parfois traditionnaliste et un islam salafiste, si vous voulez, ça traduit aussi la question ou les remises en cause de ces anciennes hiérarchies, parce qu'en quelque sorte, l'islam, aux yeux de certains groupes, l'islam traditionnel ou malikite, soufi, etc., en quelque sorte, constitue la dimension idéologique de l'ancien ordre, qui a rendu certains groupes à l'esclavage ou les a traités de subalternes, etc. Donc, pour dire qu'effectivement, derrière cette production du savoir, il y a des enjeux, il y a des conflits politiques, sociaux, culturels très forts. En effet, je crois que Charlotte aussi reviendra peut-être sur ça après, mais cette contestation du soufisme, qui est très forte tout au long du XXe siècle, elle est souvent mal comprise vue de l'extérieur, parce que ce que contestent ceux qui contestent le soufisme, c'est souvent en fait l'ordre ancien, dont les notables qui effectivement appartenaient pour la plupart aux confréries ou étaient très liés aux confréries, étaient les bénéficiaires. Donc là encore, au-delà de la contestation du soufisme qui peut apparaître comme un débat religieux, en fait, on a des dynamiques sociales. Et je crois que c'est important. Et je crois que ça peut-être du coup passer la parole à Charlotte pour enchaîner. Puis on laissera Augustin terminer parce que je crois que les deux, et l'autre, vous allez vous répondre un peu. On va laisser les Ibadites une fois de plus. Non, mais effectivement, oui, sur cette question-là de l'opposition au soufisme, en fait, on se rend compte que, à titre personnel, le Cheikh Ben Badi s'est allé rendre visite à la Zawiya Rahmaniya, donc à un lieu de prière, de confrérie soufie. Donc ça, je pense que c'est des choses qui, maintenant, sont assez bien établies, mais qui ont quand même fait débat, et notamment dans les années 80-90, dans l'Algérie contemporaine, au moment où
ces acteurs dont je parle ont voulu écrire leur mémoire, témoigner de leur place dans cette grande histoire-là. Ça a suscité énormément de conflits quand certains assumaient cette part-là de discussion avec certains soufis, tandis que d'autres ne pouvaient pas entendre que Ben Badis avait pu avoir des liens avec le soufisme, et donc, alors qu'ils en sont tous issus d'un point de vue du terreau familial au départ. Donc, je pense que le contexte des années 80 en Algérie, notamment sur la question de l'islam, a aussi favorisé la résurgence de conflits. On retrouve aussi dans les écrits du Cheikh Hamani, qui a été aussi ministre des Affaires religieuses dans ces années-là, comme une résurgence des discussions, des conflits des années 30 entre oulémas réformistes, oulémas soufis, mais dans les années 80, dans l'Algérie des années 80. Et un dernier élément avant de laisser la parole à Augustin, c'est sur les conflits les plus récents, c'est-à-dire que là, dans le mouvement de protestation actuel en Algérie, qu'on appelle le Hirak, il y a eu des grandes discussions entre les participants à ces marches-là, qui sont d'horizons politiques très divers, sur est-ce qu'il faut se revendiquer badiciste, ça veut dire quoi de se revendiquer de l'héritage de Ben Badis, et qui est légitime pour l'être. Et ça, je crois que c'est des questions qui se posent dans tous les mouvements politiques, sociaux, religieux. Ton livre commence par d'ailleurs le slogan d'un des manifestants qui dit « Je suis novembriste badiciste ». C'est ça qui fait la synthèse. Merci. Augustin ? Alors, pour ce qui est de mon livre, hein, les conflits sont aussi, en fait, le traversent de part en part. Et c'est intéressant parce que souvent, quand on écrit l'histoire de l'Algérie à la période coloniale, on peut opposer les Français aux Algériens. Et du coup, avoir une vision un peu unanimiste des Algériens, alors que ce que montre aussi mon livre, hein, c'est les tensions très fortes qui ont traversé la société autour de questions religieuses, mais aussi autour de la question du rapport aux Français. Enfin voilà, tout un ensemble de questions. Alors, il y a des conflits. Alors, il y a des conflits entre Malékites et Ibadites, enfin entre Sunnites et Ibadites. Ça, on les voit justement en marge des discussions sur le Taqrib. On voit aussi que ça peut être aussi très conflictuel, hein, et notamment en 1930, au Mzab, il y a des émeutes autour de la question de l'appel à la prière. Est-ce qu'on peut laisser les sunnites appeler à la prière dans la vallée, qui est une vallée ibadite? Ça, c'est un exemple de ces conflits. Il y a beaucoup de conflits entre oulémas ibadites eux-mêmes, conflits qui peuvent être... alors, je les vois dans les sources à travers des noms d'oiseaux. Hein, vraiment, les gens s'insultent dans les manuscrits, dans la presse. Les gens se frappent aussi, il y a des tentatives d'assassinat, c'est-à-dire que les partisans des uns et des autres sont prêts à en venir aux armes. Et l'enjeu, là, hein, alors j'ai évoqué des enjeux économiques, des enjeux de domination sur la communauté, mais c'est aussi l'enjeu, hein, de la façon dont on circonscrit la communauté, et donc de la façon dont on établit le rapport avec le reste des Algériens, avec les Français. Et donc, je pense que cette tierce présence française, elle vient en fait encore rendre encore plus conflictuel des rapports entre berbérophones, arabophones, entre sédentaires, nomades, entre ibadites et sunnites, qui étaient déjà compliqués, qui étaient faits de beaucoup de négociations et de violences, mais qui, avec l'arrivée des Français, connaissent encore des perturbations supplémentaires, même si l'armée, la police française ont la sensation de maintenir tout cela en bon ordre. Je crois que sur ces questions de conflit, peut-être que je peux ajouter un mot. Oui, tu évoquais la question des soubassements sociaux du succès du réformisme. Hein. Enfin, c'est ce qu'on entend dans ce que disait aussi Ismaïl, dans ce que disait Charlotte. C'est aussi ce qui est en jeu derrière ces conflits. Mais en fait, je crois que toutes mes réponses l'ont dit, hein, depuis le début de cette table ronde. Derrière le succès des réformistes, ce n'est pas juste un appel au retour aux sources ou un appel à une modernisation paradoxale qui réussit. C'est aussi, en effet, hein, le renversement d'un ordre social et le renversement d'un ordre politique, et dont tous ces conflits, tous ces divers conflits sont à la fois la manifestation et un des ressorts.